Nous sommes maintenant à une semaine de la conclusion de The One Who Live, et bien que nous réservons notre analyse du trailer pour jeudi, aujourd'hui nous devons discuter de son épisode 5, et je dois admettre avoir quelques réserves concernant l'épisode. Non pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais parce qu'il est en déca des autres épisodes. Principalement en raison de ces situations complètement cartoonesques, rappelant par moments des scènes de Fear the Walking Dead. Entre un groupe de 3 personnages complètement débiles, notamment Jadis qui se révèle incapable de tirer correctement, et le fait qu'il soit retrouvé grâce à des sachets de nouilles, ainsi que de l'apparition soudaine de zombies pour attaquer Jadis, cet épisode souffre d'un défaut majeur. Il recourt à des facilités scénaristiques qui peuvent clairement décevoir. C'est curieux, mais j'ai l'impression que ce type de passage est devenu une sorte de passage obligé dans les séries de l'univers, que ce soit dans l'épisode 5 de Dead City, ou le 4 dans la série mettant en scène Daryl. Malgré cela, il y a une chose qui prend encore une fois le dessus et qui permet à cet épisode de rester solide, c'est l'écriture. En effet, dans cet épisode, nous assistons à une conclusion pour le personnage de Jadis, une fin très réussie. Présente depuis la saison 7 jusqu'à World Beyond et maintenant The One Who Live, ce petit personnage a parcouru un long chemin. La série se permet même le luxe de ramener Gabriel, ce qui est très cohérent étant donné la relation qu'ils partageaient dans la saison 9A. De plus, nous continuons à explorer les personnages de Rick et Michonne, qui vivent leur idylle ou leur lune de miel, avant d'être rattrapés par la réalité à la fin de l'épisode. Tout cela est sublimé par la réalisation de Seth Razemis, qui offre une petite chasse à l'homme à nos personnages dans des décors naturels, et cet épisode nous permet également de comprendre où nous en sommes à peu près en termes de temporalité, regorgeant de références et d'easter eggs, avec un ton plus léger qui peut laisser présager un épisode final terrifiant. Ensemble, nous allons donc plonger dans l'analyse. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse, et nous sommes partis. My wife, my daughter is my choice. It's been so long. Do you want to kill or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. We were ready. What? L'épisode commence en nous montrant un homme encapuchonné, qui se révèle être le père Gabriel, en train de se débarrasser d'un rôdeur. Soudain, il aperçoit un hélicoptère de la CRM et commence à prier. À ce stade, une seule théorie peut être envisagée. La possibilité est que la CRM soit à sa recherche, après avoir découvert ses échanges avec Jadis. En tenant compte du regard apeuré du père Gabriel et de sa prière, on pourrait envisager que les événements se déroulent après qu'il ait attendu Jadis et qu'elle ne soit jamais arrivée. Après le générique, nous retrouvons Rick et Michonne, sous la musique de La Belle Vie, en version anglaise. Ils poursuivent leur route vers Alexandria, et un panneau suggère qu'ils sont dans le Wyoming. Les personnages semblent détendus, l'amour dominant. Ils trouvent de la nourriture, des boissons et des moyens de se défendre. Rick boit un soda, rappelant la saison 6, lorsqu'elle partageait des moments avec Daryl. Ils arrivent ensuite à une réserve naturelle. Sur place, Rick demande à Michonne si ce cadeau pourrait plaire à RJ, et Michonne lui fait comprendre que le plus beau cadeau pour RJ serait le retour de son père. Il prépare un petit cadeau pour Michonne et réalise à quel point Judith est une petite guerrière. Enfin, il lui offre le fameux dentifrice, qu'elle avait demandé depuis tant d'années. Ils comprennent qu'ils sont à proximité d'une chambre d'hôtel et s'y dirigent. Nous sommes clairement dans un début de lune de miel. Le ton entre Rick et Michonne reste léger, peut-être pour accentuer le côté dramatique du final de la série. J'ai l'impression que cela va se terminer en queue de poisson. De toute façon, comme je l'ai mentionné précédemment, pour rendre la CRM encore plus dangereuse, le Major General Bill doit gagner à la fin de la saison. Michonne et Rick discutent de Thorn, et du fait qu'il n'ait jamais lâché prise. Michonne s'arrêtera devant un panneau « Protect the people from the people ». Excusez-moi pour mon catastrophique accent anglais. J'ai déjà du mal à parler français, donc doucement. Alors il y a beaucoup de théories qui tournent autour de la fameuse carte PPP, la carte des 3 P, que Tara et Devon dans Tales avaient trouvée, mais pour l'instant je n'ai rien à dire de plus. Nous en parlerons jeudi dans l'analyse du trailer. Ils sont alertés par des bruits, découvrant un groupe de personnes se battant contre des rôdeurs, dont la peau est devenue aussi dure que de la pierre, à cause de l'aération et du calcaire. Une fois de plus, c'est ensemble qu'ils parviennent à s'en sortir. Dans un état d'esprit plus paisible, Michonne et Rick décident de leur laisser la nourriture, mais le groupe les prend un revers, les menaçant de leur faire abandonner leurs affaires. Ne prenant pas cette menace au sérieux, Rick et Michonne s'en débarrassent facilement.
avec une question rappelant celle que Rick avait posée à Garrett dans l'église lors de la saison 5. Comment savons-nous que vous ne ferez pas ça à quelqu'un d'autre? Après avoir réalisé que ces individus étaient inoffensifs, Rick et Michonne décident de les laisser partir. Alors, bien que ce passage montre que Rick et Michonne sont de véritables survivants, avec lesquels on ne plaisante pas, il est un peu étrange de rencontrer 3 personnes bien habillées et propres sur eux, alors que c'est censé être la galère pour ces 3 personnages. La nuit tombée, notre couple trouve un endroit pour se reposer, et y place des pièges pour assurer leur tranquillité. Michonne réfléchit à la signification du panneau « Protéger le peuple du peuple », une phrase qui résonne dans sa tête. Ils discutent ensuite de la manière dont ils ont traité les 3 survivants, et Rick décide d'offrir le petit cadeau à Michonne. Par la suite, nous voyons Jadis les amorcer les pièges et se diriger vers la maison. Et puis, après ça, vont arriver des moments auxquels je ne m'attendais pas du tout. Qui aurait cru que nous verrions le personnage de Gabriel si tôt dans The One Who Live? Honnêtement, je trouve ça génial, car cela permet de maintenir la cohérence de l'intrigue de Jadis, avec ce qui avait été établi avec lui, mais aussi parce que The One Who Live semble être la série de tous les personnages. Car oui, The One Who Live est la phrase de tous les survivants. Alors oui, la série se concentre sur Rick et Michonne, mais il n'y a rien de choquant à faire intervenir des personnages de l'univers. Pendant que Gabriel remplit sa gourde, nous le retrouvons avec Jadis, 3 ans avant les événements que nous voyons actuellement. Gabriel l'interpelle et lui demande si c'est un retour, mais elle répond que non. Elle lui dit qu'elle est là pour lui, mais qu'il ne doit rien dire à personne. Gabriel mentionne avoir tenté de la retrouver avec Rosita, grâce à la radio de Jen, ce qui nous situe dans la saison 10. Et encore une fois, ne vous prenez pas la tête avec la chronologie, elle est faussée. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que nous sommes dans la saison 10, et que The One Who Live se déroule donc 3 ans après. Gabriel souligne que Rick l'a accepté en tant qu'Alexandrienne, il pense que Rick est mort, et Jadis ne dira rien sur son sort. Il lui assure qu'il peut lui parler, mais Jadis ne peut rien dire. Elle se protège elle-même, mais surtout elle les protège eux aussi, comme nous le comprendrons par la suite. Jadis retrouve alors nos 2 tourtereaux et leur demande de s'attacher au lit. Elle explique qu'elle est venue avec l'équipe de récupération, car pour elle, il est très suspect que Rick et Michonne disparaissent comme par hasard. Ensuite, elle les a tracés, grâce à des rôdeurs morts et des emballages de nouilles. Bon, alors pour les nouilles, je vais m'abstenir de commenter, mais j'en pense pas moins. Jadis évoquera ensuite quelqu'un qu'elle a tué, faisant référence évidemment à Huck dans World Beyond, ce qui suggère que nous sommes un peu avant l'attaque de Portland, et que celle-ci est imminente. Il est possible que le projet de Bill à Cascadia implique de présenter l'attaque de Portland. Rick tente de la déstabiliser, mais Jadis insiste sur le fait qu'elle a agi pour la CRM. Elle explique que, en tuant Rick et Michonne, elle pourra aussi sauver Alexandria. C'est sa façon de protéger tout le monde. Cependant, une scène digne de Fear se produit, lorsque Jadis est sur le point de les abattre à bout portant, mais qu'elle rate son coup. Rick se jette sous le lit et lui lance, tandis que Michonne parvient à lui asséner un coup de hache dans le ventre. Nous retournons maintenant 2 ans en arrière, Gabriel lui révèle que Rick voulait épouser Michonne sur le pont qu'il construisait, et il explique même avoir trouvé la fameuse bague. Jadis est ravie d'avoir l'occasion de lui parler, car c'est un peu un confessionnal pour elle. Elle explique qu'elle doit commettre des actes terribles pour le compte de la CRM, affirmant que c'est pour maintenir le monde en vie. Gabriel lui donne alors un peu de nourriture, car le combat contre une certaine communauté les a affaiblis. Cela nous situe désormais au début de la saison 11, en référence à l'épisode 3 où l'on voit les habitants d'Alexandria obligés de manger leurs chevaux. Il lui demande alors de l'aide, mais Jadis refuse, car elle n'est même pas censée être là. Gabriel lui remet alors la fameuse bague qu'il avait trouvée et exprime sa satisfaction quant au fait qu'elle se pose des questions, considérant cela comme un signe de foi. Il se donne alors rendez-vous pour l'année prochaine. Après une course-poursuite, habilement filmée par Satra Zemis, qui ajoute de l'action à l'épisode, ils parviennent à faire sortir Jadis de la route. Cependant, Jadis trouve comme par hasard les 3 individus auparavant rencontrés, et en échange d'une place dans sa communauté, elle les convainc de l'aider pour une tâche particulière. Michonne souhaite tuer Jadis, mais Rick pense qu'elle peut être sauvée. Ils finissent par la retrouver dans une espèce de musée devenu un refuge abandonné avec le temps, mais le groupe, précédemment rencontré, les prend pas surprise. Bon, encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur les 3 individus de l'épisode, mais j'en pense toujours pas moins. Hein. Vous vous doutez qu'ils ne pourront rien faire contre Rick et Michonne, et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu plus de danger pour nos personnages. En plus de cela, ils finiront par mourir de manière assez stupide, se faisant dévorer par des rôdeurs après plus de 10 ans d'apocalypse, et de manière la plus débile possible, hein, puisqu'ils foncent dans le tas. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes à la mort. Ok,
C'est un peu décevant de ne pas avoir créé une situation plus tendue. Par ailleurs, je trouve regrettable de ne pas avoir fait plus d'efforts sur les scènes d'action, car en réalité, cette Razemis parvient à mettre en avant les lieux, les courses-poursuites et les personnages. Il manque des chorégraphies plus prenantes ou réalistes. Après une scène digne de Fear, nous retrouvons Jadis et Gabriel un an avant les événements actuels. Gabriel ne lui en veut pas de ne pas l'avoir aidé, mais il pense que la vraie Jadis est toujours présente. Anne. Chaque année, Jadis revient après avoir commis des actes de plus en plus terribles. Gabriel lui fait comprendre qu'il est toujours là pour l'écouter, mais Jadis ne peut pas révéler les détails du protocole de la CRM. Gabriel explique son impatience de leur rencontre annuelle, car c'est à ces moments-là qu'il voit réellement Anne. Il l'embrasse, ce qui montre qu'ils vivent tous les deux un amour secret. Gabriel tente de convaincre Jadis de retourner à Alexandria. Et là, nous sommes sûrement entre la saison 11C et le bond dans le temps de l'épisode final. Ce qui veut dire que Gabriel ne trompe pas Rosita, car ils sont soit séparés, soit Rosita est malheureusement décédée. Après une altercation, Jadis se fait mordre par des rôdeurs qui surgissent de nulle part. Bien que je n'ai rien contre sa mort, le dialogue final est excellent. Cependant, je pense que sa mort aurait pu être amenée de manière différente, compte tenu du fait que Jadis est une combattante excellente, ayant rejoint les rangs de la CRM depuis des années. Se faire surprendre de cette manière semble un peu improbable. Comprenant qu'elle va mourir, Jadis se livre. Je tiens à souligner l'excellent jeu d'acteur de Polena McIntosh, qui sublime l'épisode, parvenant presque à rivaliser avec Rick et Michonne. Jadis évoque toutes les personnes qu'elle a perdues, elle en avait assez de perdre ses proches et penser qu'avec la CRM, elle pourrait faire partie d'un mouvement durable. Cependant, elle ne pouvait pas se permettre de perdre ni son ancienne communauté ni sa nouvelle. Elle devait protéger les deux. Pour se protéger, elle avait constitué un dossier car elle ne voulait pas que Rick et Michonne compromettent les projets de la CRM. Jadis est un personnage très complexe, ayant dû endosser plusieurs identités. Jadis, Anne, une Alexandrienne. Elle révèle l'emplacement du dossier, chez elle à Cascadia, où est prévue la grande réunion des hauts gradés de la CRM. Michonne comprend alors que la situation est plus complexe et décide de se rendre à Cascadia pour retrouver le dossier et mettre fin aux agissements de la CRM. Car pour elle, ce n'est pas une solution. Elle aurait voulu mourir en artiste et nous comprenons alors que c'est elle qui avait peint nos personnages décédés. C'est ainsi la fin de l'histoire de Jadis. Sa paix. Rick abat alors Jadis et je trouve sincèrement que tout était parfait. Jadis est un personnage complexe que nous avons vu évoluer jusqu'à la fin. Elle était Anne, Jadis, une Alexandrienne, un soldat de la CRM. Elle devait protéger ses anciens compagnons et ses nouveaux, car elle avait perdu trop de personnes auparavant. Les scénaristes ont continué à jouer avec ses traumatismes, la faisant rencontrer Gabriel plusieurs fois, après les événements du pont. Elle ne meurt pas en artiste, mais en se rapprochant de ce qu'elle est vraiment. Anne. Pendant ce temps, Gabriel attend seul, ne voyant pas Jadis arriver. Au vu de son visage, nous pouvons deviner qu'il a compris. Nous voyons Rick poursuivre son amour avec Michonne, en lui demandant sa main, tandis que Gabriel perd son amour secret. Cependant, la chose la plus intéressante est la symbolique que représente cette bague. Découverte par Gabriel, puis transmise à Jadis avant qu'elle ne la remette à Rick, cette bague est chargée d'histoire. Elle incarne un lien significatif entre les personnes et perpétue le souvenir de Jadis. C'est comme si une part d'elle continuait à exister à travers cet objet. L'épisode se termine sur sa tombe et nous prépare à une mission suicide de la part de Rick et Michonne pour l'épisode final. Dans l'épisode 5 de The One Who Live, nous assistons à une fin remarquable pour le personnage de Jadis, grâce à un retour émouvant de Gabriel qui offre un développement profond avant sa mort. Sous la direction de Michael Strazemis, l'épisode se distingue par une photographie réelle impeccable rappelant les anciennes saisons de la série. Cependant, l'ambiance est parfois entachée par des situations et des scènes d'action qui ressemblent aux dernières saisons de Fear the Walking Dead. Mais malgré cela, l'écriture demeure superbe et continue à explorer les arcs de Rick et Michonne de manière poignante. Si davantage d'efforts avaient été déployés pour éviter les situations clownesques et améliorer les scènes d'action, le résultat aurait pu être encore plus saisissant. C'est pourquoi il y a pas mal de frustration, car j'ai vraiment l'impression que la bêtise des dernières saisons de Fear a rencontré la superbe écriture de The One Who Live, ce qui donne un cocktail qui ne se mélange pas bien. Avec cela, la série continue de nous surprendre en proposant un épisode centré sur Jadis et Gabriel, plutôt que de se concentrer sur l'acte principal impliquant la CRM. La CRM a été un peu mise de côté pour laisser place à d'autres développements. Je comprends donc la frustration des fans qui attendaient beaucoup de cet arc. Pour ma part, je crois qu'une deuxième saison est inévitable. Si l'épisode de la semaine prochaine offre une conclusion, ce serait certainement le plus gros gâchis de l'histoire de The Walking Dead, car nous n'avons exploré que très peu cet arc narratif. Donc pour moi, il est obligatoire d'avoir une suite. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. Portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour le grand final de The One Who Live. Et demain aussi.
Ouais, demain, il y a l'analyse du trailer. Alors, je me suis dit que ce serait cool de le faire. Puis en plus, j'ai que ça à foutre, je suis au chômage.